Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation, le podcast qui donne la parole aux aventuriers qui font la santé de demain. Je suis Meriadec Guignard, pharmacien et amoureux d'entrepreneuriat. Santé, Entrepreneuriat et Valorisation est un podcast que je publie toutes les semaines et vous retrouverez tous les éléments dont je parle sur mon site meriadecguignard.com. Dans ce 5e épisode, j'échange avec Guillaume Bézy, pharmacien devenu entrepreneur après une riche carrière dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui consultant, il fait bénéficier de son expérience aux startups e-santé qui l'accompagnent. Sur les traces de Christophe Colomb qui s'élança le 3 août 1492 à l'assaut des vagues, direction l'inconnu, Guillaume va nous raconter ce qui l'a poussé à naviguer vers son Amérique. Cet échange sera aussi l'occasion d'aborder le sujet du transfert de technologie. La France regorge de projets santé, susceptibles d'améliorer considérablement la vie des patients et le travail des soignants. Issus des laboratoires académiques et des instituts de recherche publics, ces projets n'attendent que des entrepreneurs, aventuriers de la santé de demain pour s'en saisir. C'est ce qu'a fait Guillaume en se rapprochant de la SAT Pulsalis, leur demandant quels étaient les projets de santé mentale qu'ils avaient en réserve. Du premier contact avec les chercheurs initiateurs de l'idée, jusqu'à la levée de fonds, échanger avec Guillaume, c'est l'occasion de comprendre le transfert de technologie et de donner des idées à ceux qui voudraient porter des projets santé emplis de sens. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Salut Guillaume et merci d'avoir accepté mon invitation. Petit rituel pour permettre aux personnes qui nous écoutent de mieux te situer, peux-tu nous dire depuis quelle ville travailles-tu ? Eh bien, je travaille depuis la ville de Lyon, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, et très exactement, j'habite à Sainte-Foy-les-Lyons. Voilà. Autre question assez classique, quel était ton parcours avant d'en arriver où tu es aujourd'hui ? Bah, écoute, moi je suis un vieux jeune start-upper, on va dire, puisque j'ai, on va dire, une carrière de 25 ans dans la santé. Et j'aime bien dire que j'ai une triple vision, c'est-à-dire à la fois j'ai une formation de pharmacien et j'ai fait de l'officine, donc j'ai été au contact, on va dire, des patients, j'ai délivré des ordonnances, fait des conseils dans différentes officines. Ensuite, j'ai un parcours dans l'industrie pharmaceutique d'une quinzaine d'années, presque 20 même, où j'ai évolué dans des différents métiers business, que ce soit dans le médicament OTC ou le médicament éthique, beaucoup sur des pathologies chroniques comme la cardiologie, le diabète, la dépression, la rhumatologie, la neurologie. Et donc j'ai fait un petit peu tous les métiers du business, c'est-à-dire des études de marché, du marketing stratégique, du licensing in, licensing out, ce qu'on appelle le business development, ce qui est, on va dire, classique dans l'industrie pharmaceutique, pas le business development tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et puis j'ai également fait de la visite médicale et j'ai managé des équipes de visiteurs et visiteuses médicales. Et donc j'ai fait ça dans 3 structures, laboratoire Roche, laboratoire Schwarz Pharma qui après a été racheté par UCB Pharma, et c'était un laboratoire familial allemand. Et puis j'ai travaillé dernièrement à la fin chez Servier. Voilà. Pourquoi je dis à la fin ? C'est parce que j'ai quitté donc Servier pour rentrer dans ma troisième vie professionnelle pour justement m'intéresser à la santé numérique et surtout aux solutions qui pouvaient améliorer et qui peuvent améliorer le parcours en santé mentale. Voilà. Ok, bah ça on va y venir tout à l'heure. Une autre chose qui m'intéresse justement, c'est qu'est-ce qui t'a incité à te lancer dans le domaine scientifique ? Donc partir sur des études de pharmacie et ensuite faire ta carrière dans le secteur pharmaceutique. Bah écoute, j'ai été un petit peu le vilain petit canard de la famille, puisque dans ma famille on est tous, enfin c'est plutôt une lignée d'ingénieurs, plutôt X-Mines, Polytechnique, et en fait, voilà, j'étais pas forcément aligné là-dessus, aligné sur ces études-là, et donc j'avais plutôt envie de toucher tout ce qui était biologie. Et donc, j'ai hésité entre médecine et pharma, et puis voilà, la pharmacie, je trouvais ça peut-être plus court, plus éclectique. Voilà, ça pouvait m'ouvrir sur plusieurs choses différentes, donc voilà,
comme ça que j'ai passé le concours. Bah, complètement. Bah, déjà, rien qu'avec ton parcours, on voit que tu as fait toute la palette un petit peu du parcours pharmaceutique. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de savoir ce qui t'a poussé à faire cette passerelle entre les grands groupes et donc après, ensuite te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est deux choses. C'est déjà d'un point de vue personnel, je voulais être dans un environnement beaucoup plus créatif et beaucoup plus dynamique. Il se trouve que dans ma vie privée, j'ai toujours été très créatif et j'avais envie d'aligner, me dire, cette créativité naturelle que j'avais avec ma vie professionnelle et je ne trouvais pas les moyens de le faire dans l'industrie pharmaceutique. Et deuxième chose, c'était une vision que justement la santé mentale était déjà très mal adressée par l'innovation traditionnelle avec des médicaments et des innovations médicamenteuses qui étaient quand même pas très performantes, avec un parcours qui était lui-même pas très performant. Et quand j'ai vu le constat que l'industrie pharmaceutique investissait dans le cancer, les maladies rares, voilà, et pas peu ou de moins en moins dans la psychiatrie et tout ce qui est autour de la santé mentale, je me suis dit qu'il fallait trouver de l'innovation ailleurs pour essayer de changer les choses, quoi, voilà, hein, d'avoir un impact sur le monde, comme on dit. Et ça justement, c'est très intéressant. Comment tu as trouvé l'innovation qui t'intéressait, l'innovation que tu voulais développer? Écoute, j'avais pas d'idée, hein. Je suis parti vraiment d'une vision en me disant voilà, les nouvelles technologies vont sûrement aider à la fois les patients, les professionnels et ce parcours. Mais je veux dire, j'avais pas du tout d'idée. Alors bien sûr, j'ai commencé à m'intéresser même avant de quitter la pharma, à tout cet univers d'innovation numérique, mais j'avais pas vraiment d'idée préconçue, hein. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà appris ce que c'était que l'innovation. Je suis passé par un executive MBA à l'EM Lyon, qui est une école business school très orientée sur l'entrepreneuriat. Et puis, et parallèlement, j'ai commencé à accompagner des startups donc technologiques, numériques, qui se destinaient à des solutions dans la santé pour les aider à mieux comprendre ce que c'étaient les modèles d'accès au marché dans la santé. J'ai travaillé dans un startup studio, donc là encore, j'ai appris à monter un projet de e-santé pour un équipementier automobile en industriel. Et puis en parallèle, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas forcément de créer, un peu comme font beaucoup de startups qui disent nous on est des ingénieurs, on va créer des solutions digitales pour la santé, mais plutôt aller du côté de la recherche, voir que justement aussi dans les laboratoires de recherche, des gens s'intéressaient aux nouvelles technologies, à leur application dans le domaine de la santé. Et donc c'est comme ça que j'ai fait avec la SAT, la Société d'accélération de transfert de technologie de Lyon-Saint-Étienne, Pulsalis, un audit un petit peu de leur projet qu'ils avaient assez mature en magasin, on va dire, et qui correspondait à ce que je voulais, donc la santé mentale. Et donc c'est comme ça que j'ai identifié 2 transferts de technologie qui étaient potentiellement réalisables et sur lesquels on a commencé à discuter. OK, et comment ça se passe justement le contact avec la SAT? Tu arrives, tu frappes à la porte et puis tu demandes: «Est-ce que vous avez un projet pour moi?» Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne bien comment ça se passe? Bah, tu as plusieurs, ouais, t'as plus tu bah, un des boulots de la SAT quand même, hein, des SAT, c'est justement de faire ce pont, hein, entre la recherche et le monde économique. Donc une de leurs activités, c'est bien sûr d'aller traquer, mapper tous les projets dans les laboratoires et d'évaluer leur maturité et leur pertinence à être transférés. Et puis de l'autre côté, c'est d'identifier soit des industriels, soit des start-upers, soit des startups qui pourraient accueillir, en tout cas auxquels elles pourraient licencier ces projets. Donc ils ont forcément ce tropisme pour attirer des entrepreneurs, hein. Donc souvent, ils ont un site internet où ils répertorient tous leurs projets, et puis après, il suffit de leur parler, hein, et puis de voir un petit peu ce qu'on recherche, hein, puisque leur métier, c'est aussi d'aller identifier au sein des laboratoires de recherche des solutions qui peuvent correspondre à des besoins extérieurs du monde économique. Combien de projets tu as «audités» entre guillemets avant de t'arrêter sur, un précisément pour effectuer ton 1er transfert? Écoute, moi j'avais une idée très précise de ce que je cherchais, hein. Les mots-clés c'était numérique et c'était santé mentale. Donc au final, il y en avait pas beaucoup à l'époque. Il y en avait 2, en tout cas 2 qui étaient assez matures. Donc il y a aussi le troisième critère, c'était la maturité, hein. Je voulais pas attendre des années que le projet il puisse être transférable. Donc voilà. Donc voilà, 2 projets, un dans la schizophrénie et un on va dire dans la cognition en général, avec
un focus sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Pour bien comprendre la chronologie, quand est-ce que tu as fait ton premier transfert et quand est-ce que tu as fait ton deuxième? Alors en fait, je les ai faites un peu en même temps. C'est-à-dire que quand j'ai pris contact avec la SAT, ils m'ont dit: «Bah, voilà, on a 2 projets». Et j'ai dit: «Bah, écoutez, est-ce que ça vous gêne si j'étudie les 2?» Ben, ils ont dit: «Bah, non, il y a pas de souci». Donc j'ai signé 2 contrats de ce qu'on appelle un peu de maturation où, voilà, le but c'était d'étudier le transfert et comment on pouvait, opérer ces transferts et les valoriser, et quelle valorisation, en tout cas, quel business model au final on pouvait en attendre. Voilà. Donc j'ai travaillé assez vite sur la première solution, donc une solution qui s'appelle Alix et moi, qui est une application développée par une neuropsychologue qui s'appelle Delphine Fabre, que je salue si elle m'écoute, et qui est destinée à faire de la remédiation cognitive des patients schizophrènes à leur domicile, donc en remote. Parce que la remédiation cognitive, c'est normalement fait en local, hein, avec en général un neuropsychologue, psychologue, et en présentiel. Le problème souvent, c'est que ces patients, soit ils peuvent pas se déplacer tout le temps, soit ou ils n'ont pas de structure de remédiation disponible dans leur ville. Et donc, l'idée de cette neuropsychologue, c'est de pouvoir les faire, entre guillemets, les entraîner à domicile avec quelque chose dans leur poche, voilà, avec des petits exercices basés sur la neuroscience, sur les connaissances du cerveau et qui permettaient d'avoir des exercices en plus très simples à faire et très pratico-pratiques. Voilà. OK. OK, d'accord, c'est très concret et ensuite tu les as juste du coup pour bien conclure sur cette différenciation, tu les as poussés jusqu'au même niveau? À quel moment tu as arrêté un, arrêté l'autre? Alors donc ce premier transfert, on a moi le critère que j'ai mis, c'est si on avant de faire le transfert, c'est de trouver un modèle économique. Donc c'est ce qu'on a fait pendant 1 an. On a cherché, on a été voir déjà si ça correspondait à un besoin du côté des psychiatres, s'ils étaient capables de prescrire, en tout cas de conseiller ce type d'application. Donc on a eu une validation, de notamment l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et après, l'idée, c'est une fois qu'on avait ça, c'est d'aller voir, des industriels, pharma pour, voir si on pouvait trouver un modèle puisque aujourd'hui les applications, sont pas remboursées, sont pas prises en charge, donc il fallait qu'on trouve un modèle intermédiaire rapide qui nous permettait de pouvoir engranger des données, d'usage pour aller, après éventuellement taper à la porte de mutuelles qui là auraient pu, être plus à même de prendre en charge une partie de l'application. Donc il nous fallait financer cette période-là et donc la solution c'était de s'adresser aux laboratoires qui travaillaient dans le domaine de la psychiatrie et donc c'est comme ça qu'on est monté voir, Janssen, Lundbeck, Otsuka, parce qu'il y en a plus beaucoup et donc au final, bon on a eu des discussions hyper intéressantes, c'est monté assez loin, notamment, avec l'un d'entre eux, mais au final bon on n'a pas pu conclure. Donc ce transfert, j'ai dit: «Écoutez, il n'y a pas de modèle pour l'instant, on peut pas, donc je peux pas faire ce transfert, ce sera pas viable». Voilà. OK, c'est très clair. OK, je vois beaucoup mieux un petit peu le cheminement entre les 2. Comment se passe le premier contact, le contact avec les équipes de chercheurs? Parce que si je comprends bien, tu arrives un petit peu avec un œil externe et du coup, tu viens rencontrer les équipes de chercheurs. Comment ils perçoivent, comme ça, une personne extérieure qui arrive dans leur projet? Alors, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel ils sont, mais bon, c'est vrai que, il faut se mettre à leur place, hein. Une équipe de recherche ou un chercheur a travaillé souvent des années, hein, sur, son bébé au final et qui voit quelqu'un arriver en disant: «Bah, écoutez, je vais m'occuper de votre bébé», c'est voilà, c'est naturel qu'il y ait une sorte de méfiance, donc une période d'observation et de prise de confiance qui doit se mettre en place. Donc ça, on va dire, c'est de l'humain, hein, c'est de l'humain, on parle d'humain, il faut que l'équipe humaine, se fasse, hein, le lien humain se fasse. Et puis après, il y a de la pédagogie, c'est-à-dire que, le mindset, l'état d'esprit, des chercheurs par rapport à l'entrepreneuriat peut être à différents niveaux. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des jeunes chercheurs on va dire, qui ont dans leur état d'esprit tout de suite de se dire voilà, est-ce qu'on peut breveter, est-ce qu'on peut faire un modèle économique, une start-up. C'est moins le cas quand on est sur des personnes qui ont en plus, on va dire, qui ont un peu plus de maturité dans la recherche et qui du coup voilà, sont pas câblés pour être entrepreneurs. En tout cas, comprendre les mécanismes de l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc il y a une période de pédagogie, il faut expliquer ce qu'on a envie de faire,
comment on va le faire, comment... et donc voilà, donc ça prend du temps aussi, donc c'est pas simplement... c'est aussi un travail enfin, ça fait partie du job, du transfert, hein, de s'apprivoiser en tant qu'entrepreneur vis-à-vis des chercheurs. Complètement. Est-ce que les chercheurs se sont impliqués à 100%, donc ils se sont mis sur la même longueur d'implication que toi? Ils ont passé 100% de leur temps dans le projet ou est-ce qu'ils sont restés sur leur projet de recherche en parallèle? Comment s'est opérée la répartition du temps de travail? Alors, en l'occurrence, dans les deux cas, les chercheurs, enfin, dans les deux transferts sur lesquels j'ai travaillé, donc les chercheurs ont conservé leur poste, hein, n'ont pas consacré du temps, enfin, ont consacré du temps, mais dans le cadre de leur poste, hein, sur le projet. Donc, bon, c'est un format, là encore, c'est un format intermédiaire parce que à partir du moment, en tout cas moi, dans ce que je pense, à partir du moment où on crée la startup, il faut que le chercheur passe du temps, en général on dit 20% de son temps dédié à la startup, parce que voilà, sinon ça crée des conflits d'intérêts, il faut que ce soit très clair en fait. OK, bah, j'allais justement y venir sur toute cette partie un petit peu, cohabitation et notamment, l'une des plus grandes questions sûrement qu'on se pose et que je me pose à titre personnel, c'est comment va s'opérer la répartition des parts entre l'entrepreneur qui arrive dans la startup et le chercheur du coup qui a son bébé depuis le début? Est-ce que c'est un dialogue qui est simple à avoir? Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Est-ce qu'il y a des astuces pour que ça se passe bien? Alors, bah, je pense que là encore, c'est une question d'humain, de confiance aussi, et de confiance dans qui a pu s'installer ou pas encore. Deuxièmement, moi en tout cas, le conseil que j'ai eu très très tôt, c'est de dire que un transfert de technologie qui génère une startup où l'équipe opérationnelle n'a pas une part majoritaire, ça risque d'être très 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 compliqué derrière pour faire rentrer des investisseurs. Alors, pas tout de suite, parce que forcément les investisseurs n'arrivent en général pas tout de suite, mais à un moment donné, un investisseur qui va rentrer dans n'importe quel projet, bah, il investit sur une équipe opérationnelle qui est dans la boîte et pas sur des chercheurs qui sont dans leur labo, quoi. Donc faut que ce soit très clair qu'à un moment donné, alors peut-être pas au départ, mais qu'à un moment donné, en fonction des milestones et en fonction du niveau de valorisation atteint, à un moment donné, de toute façon, c'est imparable, l'équipe opérationnelle doit être majoritaire, sinon, en tout cas dans la deep tech, des investisseurs qui sont nécessaires au développement du projet ne rentreront pas. OK, bah, tu me fais penser tout de suite aussi à une autre question, c'est, l'implication et le rôle de la SAT ensuite, dans la startup. Quel pourcentage de part elle va prendre et comment se passe aussi la négociation avec la SAT? Vu que tu parlais de milestone, d'upfront et tout ça. Bon, là, c'est assez clair, hein. La SAT, elle gère d'abord et avant tout des brevets. Elle va pas gérer, elle n'a pas vocation à investir dans des sociétés. Elle investit par le biais de brevets. Donc après, évidemment, elle a envie enfin, dans le retour sur investissement, le fait de prendre des parts, plus de prendre des royalties sur le brevet, plus de prendre des upfront, ça fait partie du package de valorisation, la prise de part. Mais elle n'a pas vocation à être opérationnelle dans la startup. Donc du coup, en général, elle va pas prendre des parts très importantes. OK, bah, ça, c'est des vraies questions que je me posais et qui je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore. Je vais faire une petite digression peut-être parce que je sais que maintenant tu as pris une casquette un petit peu plus de consultant. Comment toi tu accompagnes les startups que tu aides? Alors oui, bah moi ce que moi déjà j'accompagne que des startups qui sont dans la santé numérique parce que voilà, on peut pas tout faire. Et puis en plus c'est ça qui me plaît. Et donc après, on va dire, j'ai trois niveaux d'intervention. J'ai un niveau d'intervention, ça dépend de la maturité du projet. Donc, soit le projet est très early stage, et donc en général, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément des entrepreneurs, mais qui sont voilà, soit des professionnels de santé, voire des chercheurs, et qui ont besoin d'une approche méthodologique pour, on va dire, dérisquer leur projet et trouver un modèle économique, en tout cas construire ce modèle. Donc, j'apporte cette approche méthodologique, voire même je participe concrètement. Après, j'ai deuxième intervention qui est plus sur du bizdev, c'est-à-dire quand la société, la startup a pris un peu de maturité et a déjà vendu un peu
Et donc là, on va plutôt travailler sur comment on va structurer la partie marketing et sales, structurer l'approche commerciale, voire même développer les ventes moi-même, donc dans la partie que je peux faire. Et puis après, j'ai une partie plus conseil de valorisation de l'offre. On va plus travailler sur l'offre et comment on la valorise, soit en la positionnant sur certains segments de clients, soit en allant chercher de la technologie pour renforcer l'offre technologique et permettre de la faire monter en allant chercher de la technologie sur étagère, ou alors en cédant une partie de l'offre aussi à l'inverse. On peut faire ça aussi. Voilà. Et puis je dirais, j'ai un quatrième volet un peu plus bonus, c'est que je connais extrêmement bien l'écosystème psychiatrie et troubles du neurodéveloppement et pédopsychiatrie. Donc du coup, là, je peux aussi conseiller très très vite des solutions qui s'intéressent à ce domaine et La apporter. startup que tu accompagnes, elle est dans ce secteur-là? Voilà, tout à fait. Donc là, je suis sur un projet, une société qui a déjà 3 ans, qui a levé 1,4 million et qui travaille justement dans le domaine des troubles du neurodéveloppement. Ok, d'accord, bah, t'es la personne idoine pour les accompagner. Avec tout ton recul, avec toute ton expérience, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans les 2 transferts que tu as faits? Oui, 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 parce que j'ai fait plein d'erreurs et j'en ferai sûrement encore. Euh, je pense que le plus important, à mon sens, c'est l'alignement sur la vision. Et on en parle beaucoup. Et en fait, on dit souvent oui, oui. Mais en fait, c'est hyper important. L'alignement vision et humain est vraiment fondamental. Et en fait, on passe pas assez de temps là-dessus. On va trop vite sur du concret, sur du business model, sur tout ça, alors que et je me rends compte en fait, et même quand je discute avec des potentiels partenaires, que voilà, il faut pas aller tout de suite sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement. Non, il faut déjà aller se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on voit, vers quoi on veut aller, et qu'est-ce qui vraiment nous intéresse. Et ça, c'est en tant qu'humain, en tant que Et qu'est-ce que tu conseillerais de faire justement pour aller creuser cette il y a vision? pas 36 solutions. Il faut échanger, il faut, voilà, créer la rencontre, créer le lien et pouvoir échanger. Et bon, alors, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il faut aussi un peu se mettre en action parce que souvent, les questions, elles viennent aussi parce que tu es dans l'action. Et c'est là où tu commences à te frotter un petit peu aux limites on va dire aux valeurs des différentes personnes. Mais donc, du coup, voilà, c'est ce savant dosage entre ne pas aller trop trop vite dans le concret, et en même temps, il faut y aller un petit peu pour pouvoir se doser, voir si la confiance prend, voir comment la personne ou les personnes réagissent. Et c'est là que tu te rends compte si tu peux après, on va dire, monter en puissance et créer le projet. Ça doit être quand même extrêmement dur de se dire: «Bah, finalement ça colle pas avec cette personne, du coup je vais arrêter». C'est quand même une difficulté, je suppose? Ah bah clairement. Et clairement, c'est ce genre de décision qu'il faut être capable de prendre en disant, voilà, en disant, même si le projet est génial et même si il y a sûrement un potentiel énorme, si voilà, si les visions sont pas alignées, si les humains sont pas alignés, tôt ou tard, ça va être très compliqué parce qu'en fait, un projet, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Et si on n'est pas aligné sur la vision et sur l'humain, ça s'explosera au premier obstacle, c'est sûr. Bah, merci beaucoup pour ce retour parce que c'est vrai que c'est quelque chose des questions qu'on se pose souvent et c'est vrai que c'est des choses qu'on entend, mais qu'on ne visualise pas forcément, donc c'est agréable d'avoir. Bah, en fait, on le dit, hein, on te prévient, etc. Mais voilà, il faut y passer une fois ou l'expérimenter. Et après, justement, être capable de prendre du recul, disant, ok, voilà, comme tu dis, qu'est-ce que je ne referais pas, et qu'est-ce que je ferais différemment. Ah bah, c'est des choses qu'on devrait peut-être, un peu plus présenter aux entrepreneurs, peut-être avoir des feedbacks, sur ce genre de situation pour permettre d'évoluer et puis d'avoir ce retour. Mais comme tu le dis, des fois, faut être confronté à la chose pour vraiment la cerner. Dans cette, 4e partie donc, de l'interview, je vais te poser quelques questions sur l'écosystème entrepreneurial santé et donc, la première assez large, qu'est-ce que tu penses de l'écosystème entrepreneurial santé français? Et c'est surtout une question au niveau de sa maturité.
Alors, santé, c'est large, hein, parce que là, quand tu dis santé, c'est aussi bien biotech, medtech, on va dire e-santé. Donc moi, je maîtrise, même si je connais un peu la biotech et la medtech, je maîtrise quand même mieux la partie santé numérique aujourd'hui. Donc moi, je trouve que c'est un écosystème qui est un peu centralisé, sur Paris quand même, faut le dire. Je discutais avec une start-up là, qui est basée pas très loin de chez toi à Nantes, et qui disait ouais, c'est très compliqué d'avoir des gens qui ont le niveau de compétence et dans le domaine, quoi, dans le domaine santé numérique sur place. Donc voilà, on est quand même très centré. Mais par contre, moi je trouve qu'en tout cas c'est un écosystème qui est hyper dynamique, hyper riche, au niveau des phases early stage. En tout cas, c'est vraiment la France pour moi. Je connais pas d'autres pays, mais en tout cas c'est assez idéal, quoi. C'est assez idéal. Est-ce que tu dirais qu'il est en train de se stabiliser, peut-être de se consolider? Donc là, du coup, on va surtout parler du penchant dans santé numérique. Est-ce que c'est pourtant en train de se stabiliser? Parce que je sais qu'il y a eu des acquisitions, je crois la semaine dernière avec Care, qui s'est fait acquérir par une boîte anglaise ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça se stabilise? Alors, si on parle vraiment de la santé numérique, moi je suis un peu, je suis un peu caricatural, mais je scinde bien deux parties dans cet écosystème. Toutes les solutions que j'appelle le workflow, c'est-à-dire les solutions numériques qui sont là pour faciliter et digitaliser les interactions, faciliter le stockage d'informations, l'échange d'informations, dont font partie toutes les solutions de télémédecine, hein, qui sont des solutions de workflow qui facilitent le travail. Et puis de l'autre côté, tout ce qui est qu'on appelle aujourd'hui thérapie digitale, digital therapeutics, où là on a vraiment des solutions qui ont vocation à apporter un bénéfice médico-économique au même titre qu'un médicament ou un dispositif médical. Donc que ce soit dans la partie diagnostique ou dans la partie thérapeutique. Donc pour moi, quand on en parle du workflow, là on est sur, pour moi, comme tu dis, un écosystème qui commence à vraiment devenir, enfin, à se stabiliser, comme tu dis, à se structurer. On voit bien qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans la télémédecine. On voit bien que l'interopérabilité, les systèmes de stockage d'informations, d'échange d'informations, tout ça, ça commence à être vraiment de haut niveau et avec des perspectives économiques, on va dire, qui sont assez encourageantes, avec des modèles qui sont stables. Par contre, sur la partie thérapie digitale, là, en fait, il y a tout à construire. D'ailleurs, qu'en fait, en France, on n'est pas câblé, que ce soit du côté marché, que ce soit du côté réglementaire, que ce soit du côté où en études cliniques, ça commence. Mais voilà, le process d'accès au marché pour les thérapies digitales en France, aujourd'hui, il demande à être structuré et il demande que tout le monde se mette on va dire, en ligne pour permettre à ces super projets de ne pas rester des projets, en fait. Est-ce que c'est un problème peut-être pas un problème, mais une difficulté de business model lié au modèle français qui est surtout basé sur le remboursement, contrairement peut-être aux modèles anglo-saxons qui ont moins de mal à payer, à sortir spontanément de leur poche s'ils veulent avoir une consultation? Est-ce que c'est un frein pour toi sur ce genre de thérapie? Oui et non, c'est-à-dire que moi je suis super content d'être en France et je suis très content de bénéficier de ce système, hein. Faut être quand même assez clair, hein, c'est vraiment un système fabuleux. Alors effectivement, quand on se place du côté entrepreneuriat, santé numérique et typiquement sur la thérapie digitale, c'est vrai que ça favorise pas l'innovation. Mais par contre, des solutions existent, des solutions sont mises en place déjà, et je pense que il faut qu'on fluidifie cette partie-là. Quand on parle d'article 51, quand on parle de forfait innovation, voilà, il y a des choses qui sont mises en place. On voit bien qu'en Allemagne, avec le process DIGA, aujourd'hui, un médecin peut prescrire une solution de thérapie digitale qui sera remboursée sur une période d'expérimentation d'1 an, 1 an et demi par la Sécu, à partir du moment où la solution a été validée dans un process assez court et assez rapide, qui dure 3 mois. Donc des solutions sont possibles, même dans des systèmes très protégés comme celui de la France. Donc par contre, il faut pas dire simplement démerdez-vous, trouvez votre business model. Non, c'est vrai qu'en France, c'est compliqué de faire un business model thérapie digitale sans
d'être accompagné par les institutions en général. Ok, bah, une réponse très claire, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire sur ce côté-là. Une question peut-être un peu biaisée, mais quelle est la start-up entreprise health tech ou santé numérique que tu aurais vraiment aimé lancer? Bah, non, moi je suis très content d'avoir lancé Sibius, et c'est un projet qui est hyper intéressant parce il est sur plusieurs dimensions. Il y a une dimension où on adresse, en tout cas le premier marché, c'est la détection précoce de l'autisme, hein, où on sait que c'est un enjeu, il y a un besoin médical très important. Donc ça, c'est génial. Deuxièmement, on est sur un outil numérique breveté protégé, donc une innovation qui est reconnue. Et ça, c'est quand même assez rare dans les outils numériques. Et puis troisièmement, on va mixer de la data, donc on est sur de l'intelligence artificielle. Et donc voilà, donc tout est aligné pour que ce soit pour que c'est un super projet. Donc moi je regrette pas du tout d'avoir lancé Sibius, et si c'était à refaire, je le referais. Mais après, ouais, après te dire une startup que j'aurais aimé lancer, C'est des questions difficiles. moi je trouve que non, mais je trouve que il y a une personne que, en tout cas si on reste dans l'écosystème français, une personne que j'admire beaucoup, c'est Fanny Jacques, qui est hyper visionnaire, qui est la cofondatrice de Doctopsy, qui a été racheté par Care, et Care qui a été racheté récemment. Et en fait, Doctopsy, c'est une vision géniale, quoi. C'est de dire, mais ok, la télémédecine, c'est bien, mais en fait, la télémédecine appliquée à la psychiatrie, c'est ce qui manque. Et en cela, elle est visionnaire. Alors, en tant que visionnaire, c'est un peu le problème, elle avait raison trop tôt. Elle serait arrivée avec Doctopsy maintenant, je veux dire, ça aurait fait un carton, c'est sûr. Mais voilà, donc je dis, bah, si elle m'écoute, Fanny Jacques, bravo. Ok, bah top, merci beaucoup. Un petit mot aussi, j'ai vu sur ton profil LinkedIn, en creusant un petit peu cette interview, que tu participais au conseil de la e-santé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, en quoi ça consiste et quel est peut-être ton rôle dans ce conseil? Alors moi, je suis simplement membre de ce conseil. Alors l'intérêt, c'est vraiment une association multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des gens, des professionnels de santé, des start-upers, des consultants, des gens qui viennent des institutions, de l'État, du gouvernement. Donc voilà, c'est vraiment un think tank très ouvert. Il y a quelques verticales, des groupes de travail qui, sur certains sujets, notamment on parlait du financement, notamment sur bah, tout ce qui est autour du Covid et des solutions qui peuvent être mises en place. Donc voilà, c'est très riche. Et, alors comme tout écosystème un peu très ouvert et très riche, bah voilà, ça, des fois ça part un peu dans tous les sens, mais vraiment c'est aussi un endroit où on peut trouver des contacts très rapides. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire dans la santé numérique d'avoir ce type d'écosystème parce que, voilà, comme je dis, c'est très ouvert, et c'est important de pouvoir être en contact les uns les autres parce qu'en fait, cet écosystème santé numérique, c'est un petit écosystème dans le monde de la santé. Donc tous les acteurs se connaissent plus ou moins. Oui, c'est très petit. Déjà, le monde de la santé, c'est petit, mais la santé numérique, c'est encore un plus petit monde. Ok, donc tu peux téléphoner à quelqu'un que tu connais pour lui demander un conseil. Est-ce qu'il y a quand même des interactions dans cet écosystème? Ah oui, oui, bah oui, oui, ça c'est. Bon, en général, même dans l'écosystème entrepreneurial français, voilà, les gens sont quand même assez ouverts et assez faciles d'accès, hein. Bah, bon, on est tous, bon, certains sont en concurrence, donc voilà, on se méfie aussi un petit peu, c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais je veux dire, on est quand même prêt à donner un petit peu de temps et à échanger les uns les autres. Bah, parfait, bah, tu me fais faire la transition sur les deux dernières questions pour finir. Donc une première assez ouverte, hein, c'est que j'observe qu'il y a un parallèle entre les aventuriers, donc les aventuriers, les explorateurs, exploratrices, et les entrepreneurs santé qui vont défricher un petit peu un environnement qu'on ne connaît pas encore. Et je voulais savoir, toi, si tu avais un aventurier, un explorateur préféré, et pourquoi, le cas échéant. Moi, j'ai toujours été, depuis quand j'étais petit, fasciné par quand on faisait des cours d'histoire sur voilà, les grands explorateurs, des gars comme bah, Christophe Colomb, Vasco de Gama, enfin, après, avec le recul, tu te dis c'est assez incroyable. Les mecs, ils s'embarquaient sur des bateaux, ils étaient voilà, plusieurs
une quinzaine, une vingtaine, une cinquantaine sur des bateaux. Et en gros, ils avaient un certain nombre une quantité mais limitée de ressources, de nourriture, et il fallait qu'ils aillent quelque part où ils savaient pas quoi, où ils savaient pas ce qui allait se passer. Donc je trouve que c'est un petit peu ce qu'on vit quand on est une startup, quoi. On part dans un monde qu'on a essayé de baliser, et forcément on va trouver des surprises, et puis on a des ressources limitées. On sait qu'à chaque jour qui passe, on a petit peu moins de ressources. Il y a des morts aussi, hein, on lève des plumes, hein, on va dire. Mais voilà, c'est un petit peu à ça que j'ai pensé. J'ai dit, peut-être que si je fais ça aujourd'hui, c'est un petit peu parce que voilà, ces explorateurs m'ont toujours assez fasciné depuis que je suis tout petit. Donc, Super réponse, franchement, très très cool comme réponse. Et dernière question, qui n'en est pas vraiment une, c'est est-ce que tu as un conseil concret, un levier activable maintenant tout de suite pour quelqu'un qui voudrait entreprendre dans la santé numérique? Moi, je dirais déjà entreprendre, essayer de ne pas le faire tout seul. C'est-à-dire, c'est pas de trouver un associé tout de suite, mais quelqu'un qui puisse te conseiller, qui soit un petit peu un référent, avec qui tu peux échanger de manière assez réactive sur ton projet. D'aller très très vite sur le terrain. C'est-à-dire de ne pas attendre d'avoir un produit, on veut toujours avoir, on est un petit peu, c'est ce que, quand je suis passé à l'UM Lyon, je me rappelle plus, un de nos intervenants qui disait, faites attention au syndrome de l'ingénieur catholique français. C'est-à-dire que, voilà, on est en France, toujours très content de faire des choses très 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 perfectionnées, très très voilà, très très abouti et qu'on a fait nous-mêmes, et en fait c'est pas du tout l'esprit entrepreneur, quoi. Là, si tu veux entreprendre, et dans la santé ou ailleurs d'ailleurs, c'est très vite aller voir le besoin, le marché, et même si tu as un petit concept de solution, n'attends pas d'avoir un prototype tout bien fait avant d'aller voir tes potentiels clients. Vas-y tout de suite, et c'est là que tu feras la différence en fait. La techno c'est qu'un moyen. On va retenir cette petite tirade pour la fin. Merci beaucoup pour ce conseil, et du coup pour ceux qui nous écouteront. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir de chez vous et directement aller vous confronter à vos futurs clients ou vos futurs patients. Merci Guillaume en tout cas d'avoir participé à ce petit échange. Merci à toi Meriadec, c'était un premier podcast pour moi, donc c'était super bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce 5e épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode en description, et n'hésite pas à me contacter via mon site meriadecguignard.com ou via mon LinkedIn personnel Meriadec-Guignard. Tu pourras me dire ce que tu penses du podcast et ce que je peux améliorer. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat santé, et à la semaine prochaine pour continuer notre exploration.